Mes parents ont acheté une maison à mon frère le mois même où ils ne pouvaient pas accorder un centime pour le traitement de ma fille. Elle n'a pas survécu. La semaine dernière, mon frère s'est retrouvé aux urgences, le médecin avait besoin d'un donneur compatible au sein de la famille. Maman s'est tournée vers moi, les mains jointes. J'ai pris mon sac, j'ai dit une chose. Je m'appelle Autumn, j'ai 35 ans. Mon métier consiste à analyser des documents financiers. Je sais exactement à quel moment un chiffre cesse d'être un simple chiffre pour devenir un aveu. Laissez-moi vous ramener au mardi où l'un de ces chiffres a arrêté mon cœur. C'était un dossier de succession, qui ne me concernait même pas vraiment. Un superviseur l'avait déposé sur mon bureau parce que j'étais celle qui ne ratait jamais une décimale. Évaluation immobilière, acte de propriété, nettoyage standard. J'ai ouvert le dossier et j'y ai vu un nom que je ne m'attendais pas à trouver au travail, Walter Puy, mon grand-père. Il était parti depuis 2 ans à ce moment-là. La succession était close. C'était un reliquat, un assureur poursuivant un petit rédacteur de police. Rien d'extraordinaire. Mais agrafé au dos, enfoui sous le certificat de décès, se trouvait une page que je n'avais jamais vue de ma vie, un document de trust. Et sur la ligne du bénéficiaire, dans l'écriture soignée d'un avocat, figurait un nom qui a fait régner un silence de mort autour de moi dans le bureau. Nora, ma fille. Je suis resté immobile. Je l'ai lu 3 fois. Le Walter Puy Family Trust, établi 14 mois avant sa mort. But, la santé, l'éducation et le bien-être de son arrière-petite-fille Nora. Financé à hauteur de 214 000 $. Je ne savais pas que cette fiducie existait. Personne ne me l'avait dit. Ni ma mère, ni mon père, ni l'avocat qui avait lu le testament à la table de leur cuisine pendant que je me tenais dans l'embrasure de la porte en tenant un plat que personne n'a mangé. Mon grand-père avait laissé une fortune à ma fille mourante. Et l'année où elle se mourait, je mendiais auprès d'inconnus sur Internet pour obtenir 200 $ à la fois. Je veux que vous preniez un moment pour y penser, car moi, je n'y arrivais pas. J'ai refermé le dossier. J'ai dit à mon superviseur que je me sentais mal, ce qui était vrai, et je suis rentré chez moi, les mains tremblantes sur le volant. Je n'ai pas pleuré. J'ai remarqué cela chez moi, plus la situation est grave, plus je deviens silencieuse. Nora disait souvent que j'avais ma tête de réflexion. Elle me tapotait la joue et me disait de ne pas trop m'inquiéter. Elle avait 6 ans et elle me réconfortait. Ce soir-là, j'ai sorti la boîte de mon placard. La boîte de Nora, ses bracelets d'hôpital, une mèche de cheveux couleur sable mouillé, un dessin au crayon de couleur qu'elle avait fait dans le service d'oncologie. Une maison avec une grosse porte jaune et un bonhomme allumette. Moi à la fenêtre, toutes les deux souriantes. Elle l'avait titré avec des lettres appliquées, pour quand je serai guérie. Elle nous avait dessiné une maison parce que nous louions un 2 pièces au-dessus d'une laverie. Elle voulait une porte jaune. J'ai scotché à nouveau ce dessin sur mon réfrigérateur, là où il avait vécu pendant 3 ans, et je me suis fait une promesse que je ne comprenais pas encore tout à fait. J'allais découvrir ce qui était arrivé à l'argent de mon grand-père. Avant d'aller plus loin, si cette histoire vous pèse déjà sur le cœur, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner. Cela aide les histoires comme celle de Nora à atteindre les personnes qui en ont besoin. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. Je lis tout le monde. Cela me rappelle que je ne parle pas dans le vide. Maintenant, revenons à ce dossier, car une page soulevait une question que je ne pouvais m'empêcher de poser, si mon grand-père avait financé un trust pour Nora et que Nora n'en avait jamais vu un centime, alors où étaient passés ces 214 000 $? Je savais comment répondre à cela. C'est littéralement mon travail. Laissez-moi vous présenter ma famille pour que vous compreniez à quoi je faisais face. Mes parents s'appellent Gwen et Roy. Dans notre ville, Millbrook, à 40 minutes de Columbus, ils sont le couple que tout le monde qualifie de « solide ». Roy a dirigé une entreprise de chauffage et de climatisation pendant 30 ans. Gwen dirigeait la famille. Et par « la famille », j'entends mon frère Todd. Todd était le fils qui portait le nom. Tout pliait devant lui. Quand il a détruit une voiture à 19 ans, ils lui en ont acheté une autre. Quand il a perdu un emploi, c'était toujours la faute de quelqu'un d'autre. Il était charmant, bruyant, le genre de gars qui offre une tournée et oublie son portefeuille. Mes parents le regardaient et voyaient un roi. Ils me regardaient et voyaient la facture. J'étais l'accident qui s'était avéré utile.
la calme, celle qui réparait les choses. Et Nora. Nora était l'accident qu'ils n'ont jamais pardonné. Je suis tombée enceinte à 26 ans d'un homme nommé Danny, un couvreur aux mains douces et sans pédigré. Mes parents m'ont dit qu'il n'était pas de notre milieu. Danny est mort d'une chute sur un chantier avant que Nora ne fasse ses premiers pas. Je l'ai élevé seule. Ma mère est venue à l'hôpital à la naissance de Nora, l'a regardée pendant environ 4 secondes et a dit « Eh bien, elle est à toi ». Ce fut tout l'accueil. Elle est à toi. Pendant 6 ans, ma mère a envoyé de l'argent pour les anniversaires des enfants de Todd et a oublié le prénom de Nora à Thanksgiving. Je me disais que cela n'avait pas d'importance. Nora m'avait moi. Nous avions nos routines, nos blagues, nos rêves de porte jaune. Nous étions une famille de 2 et nous nous suffisions à nous-mêmes. Puis Nora s'est fatiguée d'une manière que le sommeil ne parvenait pas à réparer. Puis sont venus les bleus qu'elle ne pouvait pas expliquer. Puis un mot que je ne peux toujours pas prononcer sans serrer la mâchoire, la leucémie. Leucémie aiguë lymphoblastique. Le genre qui évolue rapidement dans les petits corps. Nous l'avons combattu pendant 8 mois. Chimio, rémission, rechute. Et puis, en février de cette année-là, son oncologue m'a assise et m'a dit que la voie standard était épuisée. Il restait une option, un essai clinique à Cincinnati. Une immunothérapie expérimentale avec de réels résultats chez des enfants exactement comme Nora. Ce n'était pas couvert. Le coût à notre charge s'élevait à 178 000 $. Je gagnais 81 000 $ par an. J'avais 9 000 $ d'économie et un enfant dont le temps était compté. Alors, j'ai fait la chose que j'avais juré de ne jamais faire. Je suis allé voir mes parents. Je veux que vous imaginiez la scène, car je me la suis rejouée 1000 fois. Leur salon, le bon canapé sur lequel personne ne s'asseyait. Ma mère, les mains jointes comme si elle priait déjà pour les malades. Mon père, ne levant pas les yeux de la télévision. Je leur ai parlé de l'essai clinique. Je leur ai dit le chiffre. Je leur ai dit que le médecin de Nora avait dit que c'était sa meilleure et peut-être sa dernière chance. Ma voix est restée calme tout le temps, car si je l'avais laissé trembler, je me serais effondré. Ma mère a soupiré comme si je lui avais demandé d'emprunter la voiture. Automne, a-t-elle dit, nous ne pouvons pas accorder un centime pour cela. Nous ne roulons pas sur l'or. J'ai dit que l'essai avait un taux de réponse de 50%. J'ai dit que Nora avait 6 ans. Mon père a fini par me regarder. Les enfants tombent malades, a-t-il dit. On ne peut pas jeter de l'argent par les fenêtres pour une cause perdue. Une cause perdue. Ma fille assise dans la voiture dehors avec un cahier de coloriage. Et puis ma mère a prononcé la phrase qui me réveille encore à 3 heures du matin. Elle n'a même pas baissé la voix, honnêtement, Automne, elle n'a jamais vraiment fait partie des nôtres. Pas mon problème. Pas mon problème. 3 mots. Je les ai entendus dans mon sommeil pendant 3 ans. Je me suis levé. Je n'ai pas supplié. J'ai appris que supplier apprend seulement aux gens qu'ils peuvent vous opposer un refus. J'ai ramené Nora à la maison, je lui ai fait des macaronis au fromage, et j'ai lancé une cagnotte en ligne ce soir-là parce que je n'avais plus de famille à qui demander. Voici la partie qui me soulève encore le cœur aujourd'hui. Cette semaine exacte, mes parents ont payé comptant une maison de 4 chambres sur Sycamore Lane pour Todd. Un cadeau de pendaison de crémaillère, la Playle, parce que Todd et Marjorie fondaient leur famille, et la famille était apparemment quelque chose que l'on pouvait acheter en liquide pendant que votre petite fille mourait à 40 miles de là. Ils ont organisé une fête et m'ont invité. J'ai failli ne pas y aller, mais Todd a appelé pour dire que maman voulait toute la famille là. Et une partie de moi, usée mais pleine d'espoir, a pensé que peut-être que s'il me voyait, s'il voyait à quel point Nora avait maigri, il changerait d'avis. J'ai emmené Nora. Elle portait sa robe préférée et son bonnet en tricot parce qu'elle n'avait plus de cheveux. Vous savez déjà comment cela s'est passé. Ma mère a trouvé mon téléphone ouvert sur la cagnotte. Elle l'a brandi au milieu de cette nouvelle cuisine rutilante du granit qu'ils avaient payé intégralement et a annoncé devant une pièce pleine de tantes et de cousins que je mendiais auprès d'inconnus pour un enfant qui n'était même pas de la famille. La pièce a ri. Quelqu'un a dit « Oh, Gwen ». Quelqu'un d'autre a resservi un verre de vin. Nora a tiré sur ma manche et a demandé pourquoi grand-mère était fâchée. Je lui ai dit que grand-mère n'était pas fâchée. Ma chérie, nous allons aller manger une glace, et nous sommes partis.
90 jours plus tard, Nora est morte dans un lit de soins palliatifs, avec son dessin de porte jaune scotché au garde-fou. Elle m'a demandé si nous pourrions encore avoir la maison un jour. J'ai dit, oui, mon bébé. Absolument. Nous aurons la porte jaune. J'ai enterré ma fille dans une robe pour laquelle ma mère n'a pas donné un sou. Mes parents ont envoyé des fleurs. La carte disait, nos pensées t'accompagnent. Todd n'est pas venu. Il avait un truc pour le travail. Et j'ai mis mon chagrin dans une boîte, je l'ai scellé, et j'ai fonctionné. Parce que c'est ce que font les gens calmes. Nous fonctionnons. Nous retournons à nos bureaux et lisons les chiffres des autres. Et nous ne nous effondrons pas là où on peut nous voir. Jusqu'à ce qu'un dossier égaré place le nom de mon grand-père sous mes yeux, ainsi qu'un trust dont je n'avais jamais entendu parler, et une question que j'étais particulièrement qualifié pour résoudre. 214 000 $. Où était-il passé? La première chose que j'ai faite a été d'extraire le dossier complet de la succession de mon grand-père, la version à laquelle j'avais légalement droit, car il s'est avéré que j'y étais nommé, et j'y reviendrai. Le trust avait été établi auprès d'un cabinet à Columbus. Ma mère, Gwen, était répertoriée comme la fiduciaire. La personne légalement responsable de la gestion de cet argent au profit de Nora, et au seul profit de Nora. Ma mère contrôlait l'argent que mon grand-père avait mis de côté pour sauver ma fille. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking du cabinet et je me suis forcé à respirer. Je sais comment fonctionnent les trusts. Je sais ce qu'un fiduciaire peut et ne peut pas faire. Un fiduciaire n'est pas un propriétaire. Un fiduciaire est un gardien. Dépenser l'argent d'un trust pour autre chose que le bénéficiaire, par exemple, pour acheter une maison au fils de quelqu'un d'autre porte un nom. Cela s'appelle un manquement à l'obligation fiduciaire. Et ce n'est pas une zone grise. C'est une ligne rouge très claire, avec un tribunal de l'autre côté. Mais je n'avais pas encore les chiffres. J'avais un soupçon et une blessure. Alors, j'ai fait ce que je fais de mieux. J'ai demandé une comptabilité complète du trust. Chaque dépôt, chaque retrait, chaque date. Le cabinet m'a dit que cela prendrait quelques semaines. Ils m'ont aussi appris quelque chose qui a tout changé, presque comme une réflexion après coup, en agrafant mes formulaires. Mon grand-père n'avait pas seulement nommé ma mère comme fiduciaire. Il avait nommé un successeur, quelqu'un pour prendre le relais si la première fiduciaire manquait à ses devoirs. Moi. Walter puis, qui glissait une menthe à Nora en l'appelant « petit oiseau », m'avait désigné comme filet de sécurité. Il avait fait confiance à sa fille pour bien faire, et il m'avait fait confiance pour la rattraper si elle échouait. Je suis rentré chez moi et j'ai regardé la porte jaune sur mon frigo pendant un long, très long moment. Grand-père savait. À un certain niveau, il savait ce qu'ils étaient, et il avait construit une porte que je pouvais franchir. Il ne me restait plus qu'à trouver la clé. Et les clés, d'après mon expérience, sont faites de dates. Les documents comptables sont arrivés un jeudi dans une enveloppe sobre. J'ai préparé du café que je n'ai pas bu, j'ai étalé les pages sur la table de ma cuisine sous la porte jaune, et j'ai lu chaque ligne comme je lis tout, lentement, 2 fois, sans rien croire d'emblée. Le trust avait débuté à 214 000 $. Pendant la majeure partie de 2 ans, il est resté là, tranquille, rapportant un peu d'argent d'appoint à mon grand-père, une bouée de sauvetage pour ma fille. Puis, une ligne, une date, et le sol s'est dérobé sous mes pieds. 9 mars. Un seul retrait de 186 000 $, transféré du trust de Nora vers un compte que je ne reconnaissais pas. Le champ de description était vide. Le solde après cela indiquait 28 000 $ et des poussières. 9 mars. Je connaissais cette semaine-là. Je la ressentais dans mon corps. C'était la semaine où je m'étais assise sur le bon canapé et où j'avais entendu ma mère dire « Nous ne pouvons pas accorder un centime ». C'était la semaine où l'oncologue de Nora attendait un dépôt qui n'est jamais venu. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Les registres du comté sont publics. Extraire un acte de propriété est une chose que je pourrais faire en dormant. Sycamore Lane. La maison de Todd. Prix d'achat payé en totalité. Pas d'hypothèque. Date d'enregistrement, 11 mars. 2 jours après que l'argent a quitté ma fille. J'ai posé le relevé du trust à côté de l'acte de propriété et j'ai fait le calcul à haute voix, seul dans ma cuisine, parce que quelqu'un devait le dire. 186 000 retirés du trust de Nora le 9.
Une maison achetée comptant le 11. Le chiffre n'était pas seulement proche, il couvrait l'achat et les frais de clôture presque au dollar près. Ils n'ont pas seulement refusé d'aider ma fille. Ils ont pris l'argent que mon grand-père avait laissé pour la sauver et l'ont dépensé pour des comptoirs en granit pour mon frère. L'essai coûtait 178 000. Ils avaient 186 000. Ils avaient de quoi la sauver et il leur restait 8 000 $. Et ils l'ont utilisé pour organiser une fête où ils se sont moqués de moi. Je n'ai pas hurlé. Je vous ai dit que plus la situation est grave, plus je deviens silencieuse. Je suis restée assise là jusqu'à ce que le café refroidisse et que la lumière change, tenant le dessin de Nora dans une main et le relevé bancaire dans l'autre, et j'ai enfin compris exactement ce qu'était ma famille. Puis je me suis levée et j'ai trouvé une avocate. Elle s'appelait Paulette Grady et s'occupait des litiges de succession et de trust depuis une maison convertie près du tribunal de Columbus. Elle avait des cheveux gris qu'elle ne teignait pas et une façon d'écouter sans interrompre en laquelle j'ai tout de suite eu confiance. J'ai tout exposé. Le trust, la clause de succession, le 9 mars, le 11 mars, l'acte de propriété. Elle a lu pendant un long moment. Quand elle a fini, elle a enlevé ses lunettes. Madame Takeri, a-t-elle dit. Je veux faire attention à ne pas vous donner de faux espoirs. Je n'ai pas d'espoir, ai-je dit. J'ai des dates. Dites-moi ce qu'elles signifient. Elle a presque souri. Elle signifie que votre mère avait le devoir légal de dépenser cet argent pour une seule personne, votre fille. Au lieu de cela, elle s'est livrée à une opération d'auto-attribution au profit d'un tiers. C'est un manquement à l'obligation fiduciaire. C'est un cas aussi net que possible, comme j'en ai rarement vu en 20 ans. Elle a tapoté l'acte de propriété. Et parce que les fonds sont traçables, ils sont allés directement du trust vers cette maison. Nous pourrions être en mesure de saisir la maison elle-même. Un tribunal peut imposer ce qu'on appelle une fiducie constructive. En termes clairs, cette maison a été achetée avec de l'argent volé, donc la maison peut être contrainte de payer. J'ai prononcé la phrase que je gardais en bouche depuis une semaine, je suis la fiduciaire successeur. Grand-père m'a nommé. Les sourcils de Paulette ont grimpé d'un demi-pouce. Pour elle, c'était un feu d'artifice. Alors vous n'avez pas seulement un dossier, a-t-elle dit. Vous avez la qualité pour prendre le contrôle du trust et exiger le remboursement de chaque dollar. Votre grand-père vous a construit un levier. Voulez-vous le tirer? Voici ce que vous devez comprendre à propos de ce moment. Tirer ce levier ne ramènerait pas Nora. Rien ne le ferait. Je le savais dès le départ. Il ne s'agissait pas de gagner. Il s'agissait de donner du poids à la vérité, de faire en sorte qu'un chiffre devienne l'aveu qu'il avait toujours été, noir sur blanc dans un registre officiel où ma mère ne pourrait pas s'en débarrasser par un rire. Tirez-le, ai-je dit. Mais d'abord, j'ai construit mon dossier de la même manière que je construis chaque réclamation que j'ai gagnée, un document à la fois, jusqu'à ce que l'image devienne incontestable. J'ai passé mes soirées à la table de la cuisine avec un tableur, parce que c'est sur un tableur que je vis mon deuil désormais, les relevés du trust dans une colonne, les registres du comté dans une autre, les dates alignées en face. Le trust ouvert à 214 000. Resté intact la majeure partie de 2 ans. Puis, le 9 mars, moins 186 000. La maison enregistrée le 11 mars payée en totalité. Frais de clôture, taxes de transfert, titres de propriété. J'ai extrait tous les chiffres que le registre public pouvait me donner. Et quand j'ai additionné le prix de la maison et ses frais de clôture, le total s'élevait à 185 000 $ et des poussières. Ils avaient vidé le trust de Nora au dollar près exigé par la maison et empoché la différence. Puis j'ai trouvé la chose que m'a soulevé le cœur plus encore que le retrait. Enfoui dans le dossier de succession se trouvait un billet à ordre d'une page, un accord de prêt, prétendait-il, entre le trust et Todd pour l'apport. Il était daté du 8 mars, un jour avant le retrait. Propre, pratique. Sauf que mon grand-père était mort 5 mois plus tôt, il n'avait donc pas pu l'approuver. Et un fiduciaire ne peut pas prêter les fonds médicaux d'un enfant mourant à son oncle pour une maison et qualifier cela de gestion prudente. Ce n'était pas une preuve d'innocence. C'était la preuve qu'ils savaient, dès le 8 mars, que ce qu'ils allaient faire avait besoin d'un déguisement. Les gens qui fabriquent un faux reçu savent exactement ce qu'ils veulent. Je n'ai rien photographié de manière théâtrale, je n'ai rien scotché au mur, je n'ai pas gardé de carnet secret. Je n'en avais pas besoin.
Tout ce dont j'avais besoin figurait déjà dans les registres publics et dans un dossier certifié du trust, des dates qui étaient restées là, au vu et au su de tous, attendant que quelqu'un dont le métier est de lire les chiffres les aligne côte à côte. Nous avons déposé la plainte 6 semaines plus tard, une requête pour révoquer Gwen Takeri de ses fonctions de fiduciaire pour manquement à l'obligation fiduciaire. Pour me confirmer comme successeur et pour récupérer les fonds détournés avec une réclamation sur la propriété de Sycamore Lane en tant que produit traçable. Je ne l'ai pas fait tout à fait seul. Et je veux nommer la seule personne au travail qui a rendu cela surmontable, parce qu'on ne nomme pas assez les gens comme elle, Gail, au département des sinistres, 2 bureaux plus loin, 61 ans et vive comme l'éclair. Elle m'a surprise un après-midi en train de fixer un relevé de trust au lieu de mon vrai travail. Et au lieu de me signaler, elle a tiré une chaise. Ce n'est pas un dossier de sinistre, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu. Elle a lu sur mon visage pendant une seconde, de la façon dont les gens qui ont mené leur propre guerre secrète savent lire un visage. Quoi que ce soit, a-t-elle dit, fais-le bien, fais-le lentement, et laisse-moi m'occuper de ton bureau quand viendront les dates d'audience. Je n'ai pas besoin de l'histoire. J'ai juste besoin que tu gagnes. Et chaque fois que j'avais une audience, mes dossiers étaient inexplicablement déjà gérés à mon retour, et aucune de nous n'en a jamais dit un mot. Voilà à quoi ressemble une aide véritable, discrète, sans public, à l'opposé de tout ce que ma famille a jamais fait. Et c'est ici que je veux que vous m'écoutiez attentivement. Parce qu'à partir de ce moment-là, 2 histoires se déroulaient en même temps. Il y avait l'histoire à laquelle ma famille croyait, et il y avait l'histoire que je vivais réellement. Elles ne se sont jamais alignées avant la toute fin. Et l'écart entre elles résume tout. L'histoire de ma famille était la suivante, la pauvre Autumn, instable à cause du chagrin, avait intenté un procès absurde, et l'avocat de la famille allait balayer cela d'un revers de main et tout disparaîtrait. Mon histoire à moi était la suivante, j'avais déjà gagné. Ils ne le savaient pas encore. Avant que je vous raconte comment ils l'ont découvert, une petite question et je veux vraiment que vous deviniez, quand l'avocat de mes parents a enfin répondu à cette requête, d'après vous, qu'ont-ils prétendu que représentaient les 186 000 $ manquants? Écrivez votre théorie dans les commentaires avant que je ne vous le dise. Je vous promets que c'est pire que ce que vous imaginez. Leur réponse est arrivée dans une lettre 3 semaines plus tard, et je l'ai lue debout près de ma boîte aux lettres. L'argent, écrivait leur avocat, avait été un prêt que mon grand-père avait verbalement autorisé avant sa mort, destiné à conserver un actif familial au sein de la famille. De plus, il soutenait que l'intention réelle du trust avait toujours été de bénéficier à la famille dans son ensemble, et que ma lecture était une distorsion opportuniste de la part d'une parente éloignée. Une parente éloignée. Voilà ce que j'étais devenu. Non pas la mère de l'enfant nommé par le trust, mais une opportuniste. Et puis, la partie qui m'a vraiment fait peur, leur avocat a noté que la copie du trust que j'avais déposée n'avait pas sa dernière page signée, la page de signature avec le sceau du notaire et, surtout, la désignation du fiduciaire successeur. Sans cette page, soutenait-il, mon autorité en tant que successeur n'était pas établie et l'ensemble de la requête devait être rejeté. Je suis resté glacé dans l'allée, car ils avaient raison sur un point, la copie dans le dossier de succession était incomplète. La dernière page n'y était pas. Quelqu'un l'avait retirée. Je veux être honnête avec vous à propos de cette période, car ce fut le moment le plus bas que j'ai traversé avant la fin. Pendant environ 2 semaines, j'ai cru que je pourrais perdre. Non pas parce que j'avais tort, je n'avais jamais tort, mais parce que la seule feuille de papier qui prouvait que mon grand-père m'avait choisi manquait. Et les personnes qui l'auraient retiré étaient les mêmes qui avaient vidé le trust d'un enfant mourant sans sourciller. Je restais éveillé à faire ce que le chagrin fait la nuit, c'est-à-dire chuchoter que vous aviez échoué 2 fois envers elle, une fois quand vous n'aviez pas pu la sauver, et à nouveau quand vous ne pouviez même pas donner un sens à sa disparition. Puis je me suis souvenu de quelque chose. Grand-père n'accordait pas sa confiance facilement, et il n'avait pas confiance en la table de cuisine de ma mère. Il était passé par un vrai cabinet, et les vrais cabinets gardent les originaux. L'avocat qui avait rédigé le trust avait pris sa retraite, mais le cabinet n'avait pas été dissous. Il avait fusionné. J'ai appelé le cabinet successeur un lundi matin, le cœur battant comme un lapin. J'ai donné le nom du trust, la date, le nom de mon grand-père. J'ai dit que j'étais la fiduciaire successeur et que j'avais besoin d'une copie certifiée conforme complète de l'acte exécuté. L'assistante juridique m'a mise en attente pendant 11 minutes. J'ai compté les dalles du plafond de mon bureau 3 fois. Puis elle est revenue et a prononcé les mots qui ont tout inversé, oui, madame.
Nous avons l'original entièrement signé dans notre coffre, notarié sur toutes les pages, y compris la désignation du successeur. Une pause. Il nomme Autumn Takeri. C'est bien vous? C'est moi, ai-je dit, et j'ai dû m'asseoir. Ils avaient retiré la dernière page de ma copie. Ils n'avaient pas pensé au coffre-fort. Il y avait encore une chose dans ce coffre-fort. Quand la copie certifiée est arrivée, elle était accompagnée d'une seconde enveloppe plus petite, mon nom écrit dessus d'une main que je n'avais pas vue depuis des années. Serrée, appliquée, à l'ancienne. Celle de mon grand-père. L'assistante m'a dit qu'il l'avait laissée avec les instructions du trust pour qu'elle soit remise à la fiduciaire successeur, mais seulement si celle-ci devait un jour agir. Seulement s'il avait su. Au fond de lui, dans une partie silencieuse, Walter Puy avait cerné sa fille, il m'avait construit une porte et m'avait laissé un mot scotché de l'autre côté. Je me suis assise dans ma voiture et je l'ai ouvert. Son écriture tremblait un peu vers la fin des lignes, comme celle d'un homme malade. Automne, disait-il. Si tu lis ceci, c'est que la chose que je redoutais s'est produite, et je suis désolé de ne pas être là pour t'aider à la porter. J'ai nommé ta mère fiduciaire parce que c'est ce qu'on est censé faire. Et je t'ai nommé après elle parce que je t'ai observé toute ta vie, et tu es la seule de cette famille qui n'a jamais pris ce qui ne lui appartenait pas. Nora est la meilleure chose que nous ayons jamais faite. Protège-la. Et s'ils ont déjà fait ce que je pense qu'ils pourraient faire, alors protège l'enfant suivant, et celui d'après. L'argent n'est jamais qu'un outil. Tu as toujours compris cela mieux que les gens qui en avaient plus. Je suis fier de toi. J'ai toujours été fier de toi, grand-père. J'ai lu cela 4 fois sur ce parking. Je voudrais vous dire que je suis resté de marbre. Ce n'est pas le cas. Ce fut la seule fois de toute cette histoire où je me suis complètement effondré. Non pas à cause de l'argent, non pas à cause de la cruauté, mais pour le simple fait que dans une famille qui avait passé ma vie à décider que je ne faisais pas tout à fait partie d'eux, un vieil homme m'avait vu clairement tout ce temps. L'avait écrit et l'avait verrouillé dans un coffre où il ne pouvait pas le lui prendre. Ensuite, j'ai plié la lettre, je l'ai mise dans mon sac et je l'ai gardée avec moi à partir de ce jour. Elle était dans mon sac à l'hôpital. C'est la raison pour laquelle j'ai ramassé ce sac quand je me suis levé. Quand Paulette a déposé l'original certifié conforme, l'argument de l'autorité non établie est mort sur le coup. J'étais la fiduciaire successeur, confirmée, scellée et incontestable. Et à la seconde où cela s'est produit, l'histoire que ma famille se racontait a commencé à s'effondrer à une vitesse qu'ils n'auraient jamais soupçonnée. Parce que maintenant, je n'avais pas seulement une réclamation. J'avais le contrôle. Mais mes parents ne comprenaient toujours pas ce qui se passait. Et cet écart, ce magnifique et terrible écart, est l'endroit où mon frère a commencé à tomber. La version des faits de Todd, celle qu'il racontait dans les bars et à quiconque voulait l'entendre, était que sa sœur avait perdu la tête et attaqué la famille pour de l'argent. Il croyait sincèrement que la maison était à lui parce que papa et maman la lui avaient donnée. Point final. L'idée qu'elle ait été achetée avec les fonds médicaux de sa nièce décédée ne lui effleurait pas l'esprit, car personne dans cette famille ne l'avait jamais forcé à faire face à une conséquence de sa vie. Je sais tout cela grâce à Marjorie, la femme de Todd. Marjorie m'a appelé un mardi soir et j'ai failli ne pas répondre, car la dernière fois que nous nous étions vraiment parlé, c'était à l'enterrement de Nora, auquel elle avait assisté seule pendant que Todd s'occupait de son truc professionnel. Sa voix était timide. « Autumn, a-t-elle dit. Je dois te demander quelque chose et j'ai besoin que tu me dises la vérité, parce que lui ne le fera pas, j'ai attendu. Ce procès, a-t-elle dit. La maison. Todd dit que tu es juste égaré par le chagrin et que tu es cruel. Mais j'ai trouvé les papiers dans son pick-up. Le trust. Il y avait le nom de Nora dessus. Sa respiration s'est bloquée. Autumn, est-ce que cet argent? Est-ce que c'était censé être pour Nora? J'ai regardé la porte jaune sur mon frigo. Chaque centime, ai-je dit. C'était pour son traitement. Ils l'ont dépensé pour ta cuisine la semaine où elle mourait. Je ne suis pas cruel, Marjorie. Je suis la seule qui dit la vérité. La ligne est restée silencieuse pendant un long moment. Quand elle a repris la parole, sa voix avait changé. De la manière dont une voix change lorsqu'une personne cesse de défendre quelqu'un pour commencer à le voir tel qu'il est. Je ne savais pas, a-t-elle murmuré. Je le jure devant Dieu, Autumn, je ne savais pas, je te crois, ai-je dit, et c'était vrai. Ce fut le soir où la façade familiale s'est vissée,
bien qu'il ne s'en rendrait compte que des semaines plus tard. Marjorie a cessé de couvrir l'alcoolisme de Todd. Elle a cessé de lui trouver des excuses lors des dîners du dimanche. Elle a commencé à garder ses propres copies de tout. Et quand une personne de l'intérieur cesse de détourner le regard, tout ce qui est caché commence à dériver vers la lumière. Mes parents n'ont rien senti venir. Paulette les a fait assigner un samedi. La requête, la demande de comptabilité, la saisie sur la maison, et j'ai su plus tard par Marjorie comment ils l'avaient pris, et cela vous montre tout de leur personnalité. Ils ont ri. Ils se tenaient dans la cuisine de Todd avec les papiers sur le comptoir et prenaient cela pour une blague. Mon père a dit, elle a fini par craquer. Ma maman a dit que leur avocat ferait rejeter l'affaire d'ici l'été. Roy s'est servi un verre. Personne n'a lu plus loin que la première page. Personne n'a pensé à vérifier si une femme calme, endeuillée, qui passe sa vie à lire des documents financiers, n'avait pas passé un an à construire quelque chose qu'il ne pourrait pas écarter d'un rire. C'est le cadeau que vous fait l'arrogance quand vous la combattez. Ils étaient si certains que j'étais inoffensif qu'ils n'ont jamais regardé ce que je tenais entre mes mains. Ils ont confondu le calme et la faiblesse. Les gens font souvent cela. C'est l'erreur la plus utile que l'on puisse faire sur vous. Alors, pendant qu'ils riaient dans cette cuisine, Paulette et moi avions 3 coups d'avance. Et chaque coup était déjà sur papier, déjà daté, déjà certifié dans un coffre-fort. Ils croyaient assister à une crise de colère. Il assistait au coulage des fondations sous leurs pieds. Ma mère m'a appelé une semaine plus tard, la première fois en plus d'1 an, et elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle a visé directement la blessure, car c'est le seul outil qu'elle ait jamais possédé. Ton grand-père, a-t-elle dit, aurait honte de te voir traîner cette famille devant les tribunaux pour de l'argent, pour un enfant qui n'est plus là. Nora aurait honte de toi. J'ai gardé le téléphone très immobile. Ne prononce pas son nom, ai-je dit. Elle n'a jamais vraiment fait partie des nôtres, Autumn. Et visiblement, toi non plus. C'était encore là. Faire partie des nôtres, l'étalon qu'elle avait utilisé toute ma vie et toute celle de Nora. Et elle le sortait une fois de plus, pensant qu'il avait encore du pouvoir sur moi. Ce n'était pas le cas. Plus maintenant. Parce que j'avais enfin compris ce qu'il m'avait fallu 35 ans pour apprendre. Je ne voulais pas faire partie des leurs. Je ne l'avais jamais voulu. Je voulais appartenir à Nora, et c'était toujours le cas. Tu as raison, ai-je dit, calme comme une porte qui se ferme. Je ne fais pas partie des vôtres. Au revoir, maman. J'ai raccroché, je n'ai pas pleuré et je suis retourné travailler. Paulette a tout demandé ce printemps-là. Le traçage des fonds, la fiducie constructive, toute la chaîne propre qu'elle avait promise. Une réclamation pour récupérer l'argent détourné dans la maison où il avait été injecté. Mais de telles réclamations ne se règlent pas par une lettre. Elles se tranchent lors d'une audience, à une date précise, devant un juge. Et une date sur un calendrier était la seule chose à laquelle ma famille n'avait jamais eu à faire face. Si nous gagnions, le tribunal restituerait les fonds au trust, et puisque l'argent vivait dans les murs de Sycamore Lane, la maison devrait payer. Todd perdrait la cuisine en granit dont ma mère s'était vantée pendant que ma fille entrait en terre. Pour ma famille, la maison s'écroulait parce que Todd buvait, Todd dépensait trop et Todd ne pouvait pas garder un emploi. C'était l'histoire qu'il racontait aux proches. Ils n'ont jamais une seule fois relié l'effondrement de la maison à la fille silencieuse qui lisait leur date dans un tribunal à 40 minutes de là. Ils ne pouvaient pas m'imaginer comme une menace. J'avais passé toute ma vie à être celle qui réparait les choses. Et il ne leur est jamais venu à l'esprit qu'un réparateur orienté dans l'autre sens n'est rien d'autre qu'une équipe de démolition. Vous savez déjà que l'écart entre leur histoire et la mienne allait s'effondrer. Je pensais qu'il s'effondrerait dans une salle d'audience, avec Paulette lisant des dates pour le procès-verbal. Au lieu de cela, il s'est effondré dans un service d'urgence à 2 heures du matin, avec ma mère à genoux. Mais cela n'arriverait que des mois plus tard. Et avant cela, ma famille a mené une dernière campagne. Celle où ils ont essayé de me faire disparaître. Cela a commencé par des appels téléphoniques, pas de mes parents. Ils s'étaient tus, laissant leur avocat parler pour eux. C'étaient les tantes, les cousins. Des gens qui n'avaient pas appelé quand Nora était malade, qui ne s'étaient pas assis avec moi aux funérailles, avaient soudain beaucoup assez sur ma moralité. Tante Carole a ouvert le bal. Autumn, ma chérie, cela a été assez loin. Tu détruis ta mère.
Todd pourrait perdre sa maison. Est-ce ce que Nora aurait voulu? J'ai remarqué avec quelle facilité il prononçait son nom maintenant qu'il leur était utile. Vous ne connaissiez pas Nora, ai-je dit, avant de raccrocher. Ils appelaient cela un chagrin qui avait tourné à l'aigre, en quelque chose de laid. Ils me traitaient d'obsédé, d'aigri, de femme incapable de tourner la page, punissant les vivants pour les morts. Et j'ai compris la stratégie, car c'est la plus vieille du monde, quand on ne peut pas contester les faits, on s'attaque à la personne. Faites de celle qui dit la vérité le problème, et personne n'aura à regarder la vérité en face. Pendant un temps, cela a fonctionné sur moi. Non pas parce que je les croyais et je ne les ai jamais crus mais parce que se faire traiter de cruel par 12 personnes à la fois est une sorte de tempête sous laquelle il faut rester debout, et il y fait froid. J'ai croisé ma mère une fois pendant tout cela, dans le rayon des céréales du Creuset de Millbrook. Elle avait un chariot plein et était de bonne humeur. Elle n'avait pas encore reçu les pires documents judiciaires et pensait toujours que son avocat ferait tout disparaître, alors elle m'a souri comme si de rien n'était. Automne, chaleureuse comme tout. Tu as l'air mince. Todd et Marjorie nous ont reçus dimanche. Tu devrais voir ce qu'ils ont fait du jardin. Cette maison est la meilleure chose que nous ayons jamais faite pour ce garçon. Je me tenais là, tenant une boîte des céréales que Nora aimait manger, et je n'ai rien dit du tout parce que je savais quelque chose qu'elle ignorait. Je savais que la meilleure chose qu'ils aient jamais faite pour ce garçon faisait désormais l'objet d'une saisie, d'une date d'audience et d'une piste de papier portant le nom d'un enfant décédé en tête de liste. Je savais que le jardin dont elle se vantait ne leur appartenait déjà plus, en toute discrétion. Passez un bon dimanche, ai-je dit, et j'ai poussé mon chariot. Elle n'a même pas entendu la porte se refermer sur elle. C'est le propre des gens à qui on n'a jamais dit non, ils ne reconnaissent pas le bruit d'un refus tant que la porte n'est pas déjà verrouillée. Puis Todd est arrivé. Il s'est présenté à mon appartement un samedi, ivre à 11 h du matin, et a tambouriné à ma porte jusqu'à ce que les voisins sortent pour regarder. J'ai ouvert parce que je ne voulais pas faire d'esclandre, ce qui était précisément le mauvais réflexe, car un esclandre était tout ce qu'il avait à offrir. T'es contente? Il tanguait dans le couloir, les yeux humides et rouges. Tu me prends ma maison. La maison de mes gosses pourquoi? De l'argent? Elle est morte, Automne. Faire traîner ça ne la ramènera pas. Je me tenais sur le pas de la porte, le dessin de Nora bien visible sur le frigo derrière moi, j'ai regardé mon frère et j'ai ressenti quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Pas de la rage. Quelque chose de plus proche de la pitié. Et la pitié est pire, car elle signifie que vous avez cessé d'espérer. Todd, ai-je dit doucement. Sais-tu seulement d'où venait l'argent pour cette maison? Il a scié. Maman et papa l'ont acheté. Et alors? Avec quoi? Avec. Je n'en sais rien, leur argent. Peu importe. Il a balayé l'air de la main. On s'en fout. Nora s'en souciait, ai-je dit. C'était le sien. Grand-père l'avait laissé pour son traitement, et ils l'ont dépensé pour tes comptoirs. C'est cela que je reprends. Pas ta maison, Todd. Son argent. Pendant une seconde. Une seule. Quelque chose a bougé derrière ses yeux. Une porte s'ouvrant sur une pièce où il ne s'était jamais permis d'entrer. Puis il l'a refermée violemment, de la manière dont on lui avait appris toute sa vie. Tu mens, a-t-il dit, mais sa voix ne le croyait pas. T'es une menteuse et une psychopathe, tu l'as toujours été. Il est parti. J'ai fermé la porte. Et je veux vous dire que j'étais solide, mais je me suis laissé glisser le long du mur et je suis resté assise sur le sol de ma cuisine pendant 1 heure, car c'est une solitude bien particulière que d'être la seule personne saine d'esprit dans une famille qui a décidé que vous étiez la folle. Il y a une solitude spécifique à être la seule personne saine d'esprit dans une famille qui a décrété que vous étiez folle. Ce n'est pas de la folie. C'est juste être minoritaire. Et ce n'est pas la même chose, peu importe combien d'entre vous harcèlent au téléphone en même temps. Ils ont tenté un guet-apens ensuite. Tante Carole m'a invité à crever l'abcès, autour d'un café chez elle. Je suis entré pour en trouver si installé dans le salon comme un jury. Ma maman n'était pas là, elle avait envoyé ses émissaires. Une intervention, sauf que le problème qu'ils s'étaient réunis pour régler, c'était moi, et mon addiction était la vérité. Ils ont parlé chacun leur tour. Oncle Dal a dit que, je laissais des avocats détruire ce que la famille avait construit. Une cousine a pleuré sur le stress de ma mère, disant qu'elle ne dormait plus.
Tante Carole continuait de resservir un café auquel je ne touchais pas, en disant « Nous voulons juste retrouver l'ancien automne ». Je les ai laissés finir, car j'ai appris qu'il ne sert à rien de parler tant que les gens n'ont pas vidé le discours qu'ils ont répété dans leur voiture. L'ancien automne, ai-je fini par dire, a laissé cette famille apprendre à sa fille qu'elle ne valait pas la peine d'être aimée, et elle vous a remercié pour la leçon. Cet automne-là est parti. Vous devriez vous en réjouir. Elle aurait signé tout ce que vous lui auriez présenté. Alors la plus âgée de l'assemblée, ma grand-tante Pearl, qui a 86 ans et ne joue la comédie pour personne, a dit la seule chose honnête que quiconque dans cette famille ait dite durant toute cette épreuve. Elle a regardé les autres et a dit, elle n'a pas de tort. Vous savez que Gwen a pris l'argent de ce bébé. Nous le savions tous et nous avons tous détourné le regard. La pièce est devenue silencieuse. Pearl m'a regardé avec lassitude. Je suis désolé, ma chérie. Nous avons été des lâches. C'est toute la vérité. Personne ne lui a répondu, car il n'y avait pas de réponse. J'ai remercié Pearl et je suis parti. Et je veux que vous gardiez une pensée pour elle, car dans une famille pleine de gens choisissant le mensonge confortable, une vieille femme a choisi la dure vérité à voix haute, et cela ne lui a coûté rien d'autre que l'approbation d'une vie entière de la part de tous les autres. Le point le plus bas est survenu en avril dans le bureau de Paulette, sous la forme d'une enveloppe. L'avocat des parents avait envoyé une proposition de règlement. Si je retirais la plainte contre la maison ou juste la maison, mes parents reverseraient 40 000 $ au trust et considéreraient l'affaire close en toute discrétion. Pas de saisie, pas de dossier public, plus d'appel de tante Carole. Tout s'arrêterait là. 40 000 $. Pas les 186 000 qu'ils avaient pris. 40 000. Une insulte assortie d'un signe $. Mais cela venait avec la seule chose que je n'avais pas eue depuis des mois, et il le savait, cela venait avec la paix. Je me suis assise dans le bureau de Paulette et j'y ai réellement réfléchi. Je veux être honnête avec vous à ce sujet, car je pense que les gens qui n'avouent jamais avoir été tentés mentent. J'étais tellement fatigué. Cela faisait plus d'1 an que je subissais cette tempête glaciale. 40 000 $ et tout s'arrête. Signez ici et soyez libre. Vous n'avez pas à décider aujourd'hui, a dit Paulette doucement. Je suis rentré chez moi. Je me suis assise sous la porte jaune. J'ai décroché le dessin de Nora du frigo et je l'ai tenu dans mes mains, de la même manière que je l'avais tenu le jour où j'avais trouvé le trust, et je me suis forcé à me souvenir de la dernière vraie conversation que ma fille et moi avions eue. Elle était dans son lit de soins palliatifs, si petite, si minuscule. Elle a regardé ce dessin scotché au garde-fou et m'a demandé, avec cette voix d'enfant qui croit encore que sa mère peut tout réparer, « Maman, est-ce qu'on pourra quand même avoir la maison un jour, avec la porte jaune ?» Et j'avais dit, « Oui, mon bébé. Absolument. Nous aurons la porte jaune. » J'avais fait à ma fille mourante une promesse que je ne pouvais pas tenir, concernant une maison que nous n'aurions jamais, parce que l'argent qu'il aurait gardé en vie assez longtemps pour vouloir 100 autres maisons coulait dans le béton sous les pieds de mon frère. Je ne pouvais pas donner sa maison à Nora. Cette porte avait disparu le jour de sa mort. Mais assise là, tenant 40 000 $ de paix d'un côté et le dessin de ma fille de l'autre, j'ai enfin compris à quoi devait servir cet argent. Pas à la vengeance. La vengeance est une petite chose qui tient dans une enveloppe de règlement. L'argent devait servir à ce que Nora n'avait pas eu le temps de vivre. Il devait servir au prochain enfant dans ce service d'oncologie. À la prochaine mère assise sur le canapé chic, apprenant qu'un essai clinique coûtait plus cher que ce qu'elle gagnerait en 2 ans. Au prochain enfant de 6 ans avec un rêve de porte jaune et une horloge dont les secondes s'épuisent. Chaque dollar récupéré n'irait pas dans ma poche, mais dans un fonds portant son nom, pour que Nora Takeri, l'enfant qui n'avait jamais vraiment fait partie des nôtres, sauf des enfants pour lesquels sa propre famille n'avait pas levé le petit doigt. J'ai appelé Paulette le lendemain matin. Nous rejetons l'offre, ai-je dit. Tout. Nous prenons la maison, et je veux que vous commenciez à rédiger un document pour moi. J'ai regardé le dessin. Un fonds caritatif pour l'oncologie pédiatrique, nommé d'après ma fille. C'est là que va chaque dollar récupéré. Il y a eu un silence sur la ligne, et quand Paulette a repris la parole, sa voix n'avait plus rien de juridique. Eh bien, ça, a-t-elle dit, c'est cette autre chose. Allons le chercher. À partir de ce jour, je n'ai plus été fatigué. C'est le curieux cadeau de savoir enfin pourquoi vous êtes là. Les appels téléphoniques ont continué d'arriver, mais ils ne m'atteignaient plus.
Tante Carole pouvait bien me traiter d'aigri tant qu'elle le voulait, je savais ce que je construisais, et cela avait une porte jaune. Avant l'audience, j'ai fait une chose que je n'avais pas faite depuis la mort de Nora, je suis retourné dans le service d'oncologie. Je me disais que c'était pour faire des recherches, que si j'allais créer un fonds, je devais comprendre exactement ce qu'il devait financer. C'était vrai, mais c'était aussi un mensonge. J'y suis retourné parce que j'avais besoin de me tenir à l'endroit où le pire était arrivé et de me prouver que j'en étais capable. Le service avait la même odeur. C'est une chose pour laquelle personne ne vous prévient, l'odeur ne change pas et elle vous ramène directement en arrière. Les mêmes fresques d'animaux de dessins animés sur les murs pour faire semblant. Les mêmes bips. Les mêmes parents dans la salle familiale avec cette posture particulière des gens qui vivent sans sommeil et avec trop d'espoir. Je me suis assise dans cette salle parce que mes jambes ne me portaient plus. Et une femme s'est assise en face de moi avec un café de distributeur et ce regard vide que je reconnaissais dans mon propre miroir. Elle s'appelait Colline. Son fils avait 8 ans. Même maladie que Nora. Même carrefour, l'échec du traitement standard, un essai clinique dans une autre ville, un chiffre avec trop de zéros. Il nous demande 160 000 $, a-t-elle dit, fixant le café qu'elle ne buvait pas. Pour l'essai. On a une cagnotte en cours. On en est à 9 000. Elle a ri, et sa voix s'est brisée. 9. Je n'arrête pas de faire les calculs et les calculs disent toujours non. Les calculs disent toujours non. Je connaissais ces calculs. J'avais vécu à l'intérieur. Je ne lui ai pas parlé de Nora. Elle avait déjà assez de poids sans le mien. Mais j'ai demandé le nom de son fils et le lien de sa cagnotte, et je les ai notés. Je peux vous demander ce que vous faites, a-t-elle dit, cherchant n'importe quoi qui ne soit pas ces chiffres. Vous avez l'air de vous y connaître en argent. Je lis des documents financiers, ai-je dit. Je trouve le chiffre qui dit la vérité. Elle a presque souri. Ça doit être agréable d'avoir un travail où la vérité est parfois écrite sur une page. J'ai répondu, c'est la pire chose au monde. Et je suis resté assise avec elle pendant que son café refroidissait, de la même manière que le mien avait refroidi dans ma cuisine un an plus tôt. 2 femmes de chaque côté de la même terrible arithmétique. L'une de nous déjà de l'autre côté, incapable de le dire. Et j'ai compris enfin et complètement à quoi servait cet argent. Pas à punir ma mère. Ma mère se punirait elle-même gratuitement et pour toujours dans la monnaie d'un fils branché à une machine. L'argent était pour Colline, pour Sam, pour la prochaine mère sur cette même chaise, faisant les mêmes calculs, entendant le même « non », afin que l'un d'eux un jour puisse entendre un « oui », auquel serait attaché le nom de ma fille. Voilà ce que j'ai apporté dans la salle d'audience. Pas une rancune, un plan d'action. L'audience a eu lieu en juin, dans une petite salle d'audience des affaires familiales éclairée par de mauvais néons, avec une horloge dont le tic-tac était assez fort pour être entendu. Mes parents sont arrivés dans leurs habits du dimanche, flanqués d'un avocat qui facturait plus de l'heure que ce que l'essai clinique de Nora coûtait par jour. Ils ont l'air confiants. Ils ressemblaient à des gens qui n'avaient jamais perdu l'avantage dans une pièce. Je veux vous dire à quoi ressemble réellement la victoire, car ce n'est pas ce que les films promettent. Il n'y a pas eu de cri. Paulette n'a pas brandi de documents au-dessus de sa tête. Elle s'est simplement levée et a exposé des dates. Le 9 mars, a-t-elle dit, la fiduciaire a retiré 186 000 $ d'un trust dont l'unique bénéficiaire était une enfant de 6 ans en traitement actif contre le cancer. Le 11 mars, cette même somme a acheté une maison au comptant pour le fil de la fiduciaire. La bénéficiaire n'a rien reçu. La bénéficiaire est décédée en mai de la même année. Une pause, juste assez longue. L'acte de fiducie est ici, certifié conforme depuis le coffre-fort du cabinet qui l'a rédigé. Il nomme l'enfant. Il nomme la fiduciaire successeur, ma cliente. Il n'y a aucune ambiguïté, votre honneur. Il n'y a qu'une date, un montant et une maison. L'avocat de mes parents s'est levé et a plaidé le mot « prêt ». Il a plaidé l'autorisation verbale d'un défunt. Il a plaidé l'intention familiale. Et j'ai vu le visage du juge afficher la chose que j'attendais depuis 3 ans, la patience polie de quelqu'un qui a déjà pris sa décision et qui laisse le dossier se clore de façon formelle. Maître, a dit le juge quand l'avocat a eu fini, votre cliente détenait de l'argent en trust pour une enfant mourante et l'a dépensé pour une maison destinée à quelqu'un d'autre. Existe-t-il une version de ces faits qui ne constitue pas un manquement? Parce que je ne l'entends pas. L'avocat n'avait rien.
Il n'y avait rien à avoir. Je le savais depuis un certain jeudi dans ma cuisine, mais le savoir et entendre un juge le dire à haute voix sont deux poids différents. Et le second est celui qui m'a enfin permis de respirer. Le tribunal a révoqué ma mère de ses fonctions de fiduciaire. Il m'a confirmé comme successeur. Il a ordonné la restitution des fonds détournés et a imposé la fiducie constructive sur la maison de Sycamore Lane, avec saisie à suivre si la succession ne pouvait pas payer autrement ce qu'elle ne pouvait pas faire. L'argent de mon grand-père rentrait à la maison, et il continuerait d'arriver, dollar par dollar, dans un fonds portant le nom de ma fille. Ma mère s'est retournée pour me regarder alors que nous sortions. Son visage n'exprimait aucun regret. Il ne l'a jamais fait. C'était quelque chose de pire, le regard d'une femme en plein recalcul, cherchant le prochain angle d'attaque, le prochain levier, le prochain moyen de faire de moi la coupable d'une histoire où un juge venait de désigner la coupable à voix haute. Tu le regretteras, a-t-elle dit à voix basse en passant près de moi. Quand tu auras besoin de ta famille, il n'y aura plus personne. Je n'en ai jamais eu, ai-je dit, aussi calme qu'une porte qui se referme. J'ai juste enfin arrêté de payer le loyer du mensonge. Après l'audience, je ne suis pas rentré chez moi. J'ai conduit jusqu'au cimetière. Je ne m'y rends pas aussi souvent que les gens pensent que je le devrais. Pour moi, Nora n'est pas dans cette terre. Elle est sur mon frigo, dans une chanson qu'elle aimait, dans la manière précise dont je coupe encore les sandwichs en triangle par habitude. Mais ce jour-là, j'avais besoin de me tenir devant la petite pierre portant son nom et ses deux dates trop rapprochées. Et j'avais besoin de le dire à haute voix à la seule personne pour qui tout cela comptait. C'est fait, mon bébé, ai-je dit. L'herbe était mouillée. La tondeuse d'un gardien bourdonnait quelque part hors de vue. Ils t'ont dit non, alors j'ai fait en sorte que cela ait un sens. L'argent de grand-père revient, il va porter ton nom, et il va acheter pour un autre enfant ce que tu n'as pas pu avoir. Ma voix a tenu bon, pour l'essentiel. Je n'ai pas pu te donner la porte jaune. Je suis désolé. J'ai essayé si fort et je n'ai pas pu. Mais j'ai trouvé la porte que grand-père avait laissée, je l'ai franchie, et je la tiens ouverte maintenant pour le suivant. C'est le mieux que j'ai pu faire. J'espère que c'est assez. J'espère que tu serais fier. Je suis resté là un moment. Le vent faisait bouger l'herbe. Rien n'a répondu, comme jamais rien ne répond. Et j'ai fait ma paix avec cela. Les morts ne parlent pas, mais ils restent. Et Nora reste dans chaque décision que je prends et qu'une enfant de 6 ans aurait qualifiée de courageuse. Puis j'ai essuyé mon visage, je suis rentré chez moi et je me suis remise au travail, car l'argent n'était pas encore là, il y avait un fond à bâtir, et j'ai appris que le chagrin n'est que de l'amour qui doit trouver un endroit utile où aller. Je croyais que c'était la fin. Un tribunal, une décision, une tombe, une maison qui répondrait de ses murs. Je croyais sincèrement que le règlement des comptes avait déjà eu lieu, discrètement, dans les dossiers. De la façon dont j'aime les choses. Je n'avais aucune idée que ma mère obtiendrait exactement la scène qu'elle voulait, une pièce, une assemblée, une fille refusant la famille, et que cela la détruirait malgré tout. La semaine suivant la décision, Paulette et moi nous sommes assises avec le bureau de la fondation de l'hôpital pour enfants et avons officialisé la chose sur papier. Le fonds Nora, assorti d'une unique ligne d'objectifs que j'ai dictée et que je n'ai laissé personne adoucir, couvrir les coûts d'essais cliniques et de traitement pour les patients atteints de cancer pédiatrique dont les familles ont essuyé un nom. Le directeur, un homme nommé Bill Hargrove, l'a relu et m'a regardé par-dessus ses lunettes. C'est très spécifique, a-t-il dit. C'est tout l'intérêt, ai-je répondu. Le fonds était vide ce jour-là. L'argent était encore bloqué dans une maison qui n'avait pas encore été vendue, suivant lentement son cours dans le calendrier des saisies. Mais il existait. Il avait un nom, une mission et une adresse postale. Et quelque part dans le système du comté, une machine était déjà en train de broyer les comptoirs en granit pour les retransformer en argent liquide qui finirait par atterrir sur un compte portant le nom de ma fille. J'ai donné une dernière chose à Bill avant de partir, la photocopie d'un dessin au crayon de couleur. Une maison avec une grosse porte jaune. Une silhouette de mère à la fenêtre. Toutes les deux souriantes. Pour quand je serai guéri. Mettez-le dans le dossier, ai-je dit, pour que quiconque dirigera cela après moi sache à quoi il sert. Il l'a tenu avec précaution, de la manière dont on tient quelque chose d'irremplaçable. C'était le sien. Elle n'a jamais eu la porte jaune, ai-je dit. Alors,
nous allons offrir à 100 autres enfants la possibilité d'en vouloir une. Je suis rentré chez moi plus légère que je ne l'avais été depuis 3 ans. L'argent n'était pas encore là. Mon frère était encore debout, buvant toujours le fils prodige d'une famille qui n'avait pas senti la terre trembler sous elle. Mais j'avais transformé la pire chose qui me soit jamais arrivée en une porte que d'autres pouvaient franchir. Et aucun verdict, aucune décision, aucune enveloppe d'argent de la discrétion n'avait fait cela. Je l'avais fait moi-même, tranquillement, comme je fais tout. C'est Marjorie qui a rendu la fin possible, même si ni elle ni moi ne le savions encore. Elle a quitté Todd en mai, a installé les enfants dans la chambre d'amis de sa sœur et a déposé les papiers du divorce un lundi. Mais avant de partir, elle a fait quelque chose qui a demandé plus de courage que de le quitter. Elle m'a retrouvé pour un café dans un restaurant routier, le genre d'endroit qu'on choisit quand on ne veut pas être vu. Elle paraissait plus vieille que la dernière fois. Le mariage avec un homme comme Todd fait vieillir en années de chien. J'ai besoin de le dire à voix haute à quelqu'un, a-t-elle dit, faisant tourner sa tasse. Pendant 2 ans, je me suis dit que cet argent, c'était juste la famille qui aidait la famille. Todd disait que ses parents nous avaient acheté la maison, et je me suis contenté de cette réponse parce qu'elle était plus facile à accepter que la vraie. Elle a arrêté de faire tourner la tasse. Puis tu as porté plainte, j'ai lu le trust et j'ai vu le nom d'une petite fille dessus, et je n'ai plus pu l'ignorer. J'ai dormi dans un mariage acheté avec l'argent du cancer de ta fille, Autumn. J'ai préparé le petit déjeuner de mes enfants dans cette cuisine chaque matin pendant 2 ans. Je n'ai rien dit. Certains chagrins, il faut laisser la personne les porter elle-même jusqu'à la porte. Alors, c'est fini, a-t-elle dit. Et je t'ai apporté ceci parce que tu devrais l'avoir, et parce que je ne serai pas une autre personne de cette famille qui détourne le regard. Elle a glissé un dossier sur la table, des copies qu'elle avait faites dans le pick-up de Todd et à la maison avant de partir. Des relevés bancaires, un fil de discussion par SMS, et dedans, mon frère, 2 ans plus tôt, envoyant un message à un copain, mes parents m'ont avancé l'apport. Un truc de trust. Demande pas, MDR. Demande pas, MDR. Il savait. Peut-être pas les détails. Peut-être pas le nom de Nora sur la ligne, mais il en savait assez pour ne pas poser de questions. Il savait que l'argent venait d'un truc de trust, il l'a pris, et il s'est moqué de moi dans sa cuisine 90 jours avant la mort de ma fille. Je suis désolé, a dit Marjorie. Pour tout. Pour être restée silencieuse si longtemps. Elle a entouré sa tasse de ses mains. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Rien de théâtral, ai-je dit, et je le pensais. Le tribunal fait déjà le travail. Je n'ai pas besoin de tendre un piège à qui que ce soit. J'ai presque souri. La vérité n'a pas besoin de piège. Elle a juste besoin d'un témoin. Je ne savais pas à quel point j'allais avoir raison. Parce que cet été-là, alors que les papiers de saisie avançaient dans le système et que le fonds Nora prenait forme sur le bureau de Paulette, mon frère, qui avait perdu sa femme, ses enfants, et était sur le point de perdre la maison construite sur la tombe de sa nièce, a fait la seule chose pour laquelle il avait toujours été doué, il a bu. Il a bu comme si c'était un travail à plein temps. De la façon dont un homme boit quand la pièce dans laquelle il a refusé d'entrer finit par s'effondrer sur lui malgré tout. Et une décennie de ce régime, combinée à cette dernière année brutale, produit un effet très précis sur un foie. J'entendais les nouvelles de seconde main, de la façon dont on entend parler d'une tempête à 2 villes de là. Todd mis à la porte de la taverne de Main Street pour ne pas avoir payé son ardoise. Todd endormi dans son pick-up dans l'allée d'une maison qui ne lui appartenait plus en aucune façon. Marjorie m'a appelé une fois, inquiète malgré tout, pour me dire qu'il s'était présenté à l'école des enfants en sentant l'alcool et qu'on l'avait refoulé à la porte. Même alors, le récit de mes parents tenait bon. Ce n'était pas l'argent. Ce n'était pas la honte. C'était juste, Todd qui fait du Todd. Il ne pouvait pas se permettre de relier son effondrement à la vérité, car la vérité portait leurs empreintes. Je n'ai éprouvé aucun triomphe en le regardant sombrer. Je veux être honnête là-dessus. Il n'y a aucune victoire à regarder un homme se noyer dans la piscine que ses parents ont creusée pour lui. J'ai ressenti ce sentiment plat et gris que l'on éprouve lorsqu'une conséquence que l'on avait prédite arrive exactement à l'heure et n'aide personne. L'appel est arrivé à 2 heures du matin, un mardi de juillet. Numéro inconnu. J'ai failli laisser sonner. C'était ma mère. Elle n'avait pas appelé depuis le jour où je lui avais dit de ne pas prononcer le nom de Nora.
sa voix était une chose que je n'avais jamais entendue chez elle, dépouillée, brisée, sans plus aucun étalon de mesure en elle. Automne, c'est Todd. Il est. Oh mon Dieu. Automne. Ils disent son foie. Ils disent qu'il a besoin d'eux. Tu dois venir. Tu dois venir à l'hôpital. S'il te plaît. S'il te plaît. De la part de la femme qui m'avait dit, pas notre problème, pendant que ma fille mourait. Je me suis assise dans le noir. J'ai regardé la forme de la porte jaune sur le frigo, à peine visible à la lumière des lampadaires. J'arrive, ai-je dit. Non pas pour elle, ni même pour lui. J'y allais parce que j'avais enfin compris que la vérité a simplement besoin d'un témoin. Et j'étais sur le point d'entrer dans une pièce qui en était pleine. L'hôpital était à Columbus, le grand établissement régional, et à 2 heures du matin, il régnait ce bourdonnement tamisé propre aux hôpitaux, comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle. J'ai trouvé la salle d'attente des soins intensifs chirurgicaux en suivant des panneaux que j'avais déjà lus auparavant 3 ans plus tôt, dans un autre bâtiment pour une autre personne. Mes parents étaient déjà là. Mon père était assis, recroquevillé sur une chaise en plastique plus petite que dans mes souvenirs, fixant ses propres mains. Ma mère se tenait près de la fenêtre, le dos tourné à la porte. Quand elle s'est retournée et m'a vu, son visage a exprimé une chose complexe, un mélange de soulagement et de calcul, comme toujours. « Tu es venu » a-t-elle dit. « Tu as appelé » ai-je répondu. « Que disent les médecins » Elle me l'a dit par morceaux, et mon père a comblé les vides, et cela a pris du temps parce qu'aucun d'eux ne comprenait les mots qu'il répétait. Mais j'ai lu assez de dossiers médicaux pour traduire. Le foie de Todd avait lâché. Pas en train de lâcher, mais complètement détruit. Des années de boisson l'avaient cicatrisé au-delà de toute guérison, et cette dernière année brutale avait fait basculer un lent déclin en un effondrement total. Le mot que les médecins continuaient d'utiliser était décompensation. Son corps s'empoisonnait lui-même parce que l'organe qui filtre les poisons avait arrêté de fonctionner. Il était stable pour l'instant sous assistance respiratoire et machine, mais dans cette pièce, stable était un mot qui travaillait dur. Puis est venue l'attente, qui est le véritable travail d'une nuit d'hôpital. Nous étions assis sous la lumière bourdonnante. Mon père ne parlait pas. Ma mère, en revanche, ne pouvait pas supporter le silence, alors elle le remplissait. Et en le remplissant, elle m'a montré exactement qui elle était encore. D'abord, elle avait peur, et c'était réel. Et pendant environ 20 minutes, j'ai failli m'adoucir. Puis elle s'est lassée de la peur et a repris ses vieux outils. Elle a commencé à raconter une version de l'histoire où elle avait toujours été là pour ses enfants. On vous a tout donné, disait-elle aux distributeurs automatiques. À personne. Personne ne peut dire qu'on n'a pas subvenu à vos besoins. Je n'ai rien dit. Il se passe une chose curieuse quand on arrête de donner la réplique à quelqu'un, il continue de jouer, mais sa performance commence à vaciller parce qu'il a besoin d'un partenaire de scène. Vers 3 heures, une infirmière est venue nous donner des nouvelles et ma mère s'est transformée en un instant, main jointe, menton tremblant. S'il te plaît, c'est mon bébé là-dedans. L'infirmière est partie, et le menton a cessé de trembler dès que la porte s'est refermée. J'avais vu ce commutateur s'actionner toute ma vie, mais je ne l'avais jamais observé de l'extérieur. Froid et net comme un enregistrement vidéo. Mon téléphone a vibré. Tante Carole, de toutes les personnes, déjà réveillées, m'envoyant déjà un SMS, ils disent que Todd a besoin d'un donneur. Tu dois l'aider, Autumn. Ne laisse pas ton chagrin faire de toi un monstre. Il était 2h40 du matin et la machine se mettait déjà en marche avant même qu'un seul médecin ait prononcé le mot « greffe ». Pendant qu'il s'agitait autour de moi, je suis allé là où il ne pouvait pas me suivre. J'ai pensé à la dernière fois où je m'étais assise dans un hôpital toute la nuit sur une chaise exactement comme celle-ci, écoutant une autre machine maintenir une autre personne en vie. La ligne d'oxygène de Nora faisait un bruit semblable à celui de la mer. J'avais compté ses respirations jusqu'à ce que les chiffres se brouillent, et personne, ni ma mère, ni mon père, ni tante Carole ne s'était assis sur la chaise à côté de moi. Pas une seule nuit, pas une seule heure. J'avais passé chaque nuit d'hôpital de la vie de ma fille seule. Et assise là, à 3 heures du matin, faisant les calculs comme je le fais toujours, j'ai compris avec une clarté totale, les personnes qui me demandaient de me sacrifier pour Todd n'avaient jamais donné 5 minutes pour Nora. Quoi que je doive à cette famille, je l'avais déjà payée seule dans une chaise à compter des souffles. Le compte était clos. Il l'était depuis 3 ans.
Il n'avait simplement pas encore reçu le relevé de compte. C'est la décision que j'ai prise avant même qu'un médecin ne prononce le mot transplantation. Non pas par dépit, mais par arithmétique. Vers 4 heures du matin, le médecin est venu nous parler. Elle était jeune, calme, avec cette habitude des gens qui annoncent de mauvaises nouvelles pour gagner leur vie, et elle s'est assise pour que nous soyons tous à hauteur d'yeux, ce qui montre toujours que c'est grave. Le foie de Monsieur Takeri ne va pas se rétablir de lui-même, a-t-elle dit. Le seul traitement définitif est une greffe. Ma mère a émis un gémissement. Mon père a dit, alors il en aura une. Nous paierons tout ce qu'il faudra. J'ai regardé le médecin absorber cela, le réflexe automatique d'une famille qui avait toujours cru que l'argent pouvait acheter la fin qu'elle voulait. Elle s'est montrée bienveillante, ce n'est pas une question d'argent. Il y a une liste d'attente nationale, elle est longue et elle évolue par priorité médicale. Certains patients attendent très longtemps. Certains n'ont pas beaucoup de temps. Elle a laissé cela s'installer. Il existe une autre voie. Une partie de foie peut provenir d'un donneur vivant. Le foie se régénère. Si un membre de la famille, sain et compatible, était prêt et capable de faire un don, cela pourrait aller beaucoup plus vite que par la liste. La pièce a changé. Je l'ai senti changer. Chaque tête s'est tournée lentement, comme des fleurs cherchant le soleil. Et le soleil, c'était moi. Un membre de la famille, a répété ma mère. Un parent par le sang est le point de départ habituel pour la compatibilité, a dit le médecin. Nous ferions des tests de groupe sanguin, de santé, une évaluation complète. Il n'y a aucune obligation envers quiconque. C'est toujours un cadeau, jamais une exigence. Jamais une exigence. Je l'ai apprécié pour avoir dit cela, même si je ne pense pas que quelqu'un d'autre dans cette pièce l'ait entendu. La santé de mon père l'avait disqualifié pour tout don de ce genre depuis des années, un cœur fragile, 2 stents. Ma mère avait 64 ans avec sa propre liste de pilules. Marjorie était partie et elle n'avait jamais été liée par le sang. Todd n'avait pas d'enfant en âge de le faire. Il restait un seul adulte en bonne santé et apparenté par le sang dans toute la famille, moi. J'ai regardé ma mère faire l'arithmétique que j'avais déjà faite, je l'ai vue parvenir à la réponse, et j'ai vu les vieux rouages se remettre en marche derrière ses yeux. Les rouages qui avaient passé 35 ans à décider à quoi je servais. Automne, a-t-elle dit, et sa voix avait déjà changé, devenant douce et pressante. Tu es sa sœur. Tu es la seule à pouvoir le faire. Je n'ai pas répondu. Je me suis tourné vers le médecin à la place. Combien de temps prend une évaluation, ai-je demandé, du début à la fin. Quelques jours si nous faisons vite, a-t-elle dit. Mais je veux être clair avec toute la famille, cela ne fonctionne que si le donneur est pleinement volontaire. Nous ne faisons jamais pression. S'il y a la moindre contrainte, nous ne poursuivrons pas. Cela doit être un acte libre. Je comprends, ai-je dit. Merci d'avoir expliqué cela si clairement. Elle est partie. Et la pression a commencé avant même que la porte ne soit complètement fermée. Permettez-moi de figer la scène avec ma mère ouvrant la bouche, car je veux vous ramener un instant en arrière, par éclat, de la façon dont c'est revenu me frapper alors que j'étais assis sur cette chaise en plastique, pour que vous compreniez ce qu'on me demandait réellement. Pas du sang. Quelque chose de plus ancien que le sang. Je me suis souvenu du bon canapé, nous ne pouvons pas accorder un centime pour cela. Je me suis souvenu de ramener Nora chez moi, d'ouvrir mon ordinateur et de rédiger un appel à des inconnus pour mon propre enfant, et de la décision que j'avais prise ce soir-là, je supplierai le monde entier avant de les supplier à nouveau eux. J'ai tenu cette promesse jusqu'à ce qu'ils me supplient à leur tour. Je me suis souvenu du service d'oncologie, un mardi, Nora branchée à sa perfusion, me demandant pourquoi grand-mère ne venait jamais lui rendre visite comme les autres grand-mères. Elle avait 5 ans. Je lui ai dit que grand-mère était très occupée. Elle a réfléchi et a dit, elle n'est pas occupée. Elle ne m'aime pas, c'est tout. Et elle l'a dit sans pleurer, de la manière dont les enfants disent la vérité brute sur laquelle vous vous mentez à vous-même depuis toujours. Et j'avais décidé à cet instant que Nora ne se sentirait plus jamais obligée de mendier un amour qui ne viendrait jamais. Alors, je suis devenu les deux, j'étais la mère, la grand-mère et toute la famille à la fois. Et c'était suffisant parce que j'avais fait en sorte que ce le soit. Et je me suis souvenu des soins palliatifs, de la porte jaune, est-ce qu'on pourra quand même avoir la maison un jour? Oui, mon bébé. Absolument. J'avais décidé, en lui tenant la main,
que je passerais le reste de ma vie à tenir une version de cette promesse, même après avoir compris que la promesse littérale avait disparu. Et voilà que je me retrouvais dans une autre chambre stérile, et la même famille qui avait laissé l'horloge de ma fille s'arrêter me demandait de redémarrer celle de mon frère. Et il ne le demandait pas comme un cadeau, de la manière dont le médecin avait dit que cela devait être fait. Il le demandait de la façon dont il m'avait toujours tout demandé, comme si je le leur devais. Comme si être utile était le loyer que je payais pour exister. Ma mère a traversé la pièce et s'est agenouillée devant ma chaise. Elle s'est réellement agenouillée sur le linoléum de l'hôpital, a pris mes mains dans les siennes, et ses bagues se sont enfoncées, froides, contre mes phalanges. « S'il te plaît » a-t-elle dit. « Autumn, s'il te plaît. C'est ton frère. Je sais que les choses n'ont pas été. Je sais que nous avons eu nos problèmes, mais c'est une question de vie ou de mort. Tu ne peux pas laisser mourir ton frère pour un procès, pour de l'argent. Le sang reste le sang. Le sang reste le sang. » De la part de la femme qui avait dit d'une enfant de 6 ans mourante qu'elle n'avait jamais vraiment fait partie des nôtres. Et c'est à cet instant précis ma mère à genoux, mon père regardant, les machines respirant pour Todd au bout du couloir qu'une quatrième personne est entrée dans la salle d'attente, Marjorie. Et derrière elle, soufflant dans son manteau du dimanche à 4 heures du matin, tante Carole, suivie un pas derrière par la coordinatrice des transplantations, venue vérifier si cette famille avait un donneur. La pièce était pleine à présent, pleine de témoins. Ma mère tenait toujours mes mains, disant toujours « s'il te plaît ». Et chaque personne dans l'embrasure de la porte attendait d'entendre ce que la fille utile allait répondre. J'ai baissé les yeux vers elle, et pour la première fois de ma vie, je n'avais plus peur de ma mère du tout. Je n'ai pas dit non. Pas tout de suite. Je veux que vous compreniez pourquoi, car c'est important. Si j'avais dit non sur le champ dans l'embrasure de la porte avec tout le monde fatigué et effrayé, ils auraient passé le reste de leur vie à raconter une histoire où j'étais la femme froide qui avait refusé son frère mourant dans l'ombre. Toute ma vie, ils avaient contrôlé l'histoire. Cette fois, je voulais que la vérité se tienne debout, en pleine lumière, avec des témoins qui ne pourraient pas feindre de ne pas l'avoir entendue. Alors, j'ai fait une chose qui a surpris tout le monde, je me suis penché et j'ai aidé ma mère à se relever. « Relève-toi de là, maman » ai-je dit doucement. « Tu vas te faire mal au genou. » Puis, à la coordinatrice, j'aimerais savoir comment se passe l'évaluation. Un endroit où nous pourrions nous asseoir, tous ensemble. La coordinatrice, dont le badge indiquait Renata Alvarez, a regardé autour d'elle et a pris sa décision, il y a une salle de consultation familiale au bout du couloir. Allons-y. La salle de consultation était petite, une table ronde, une boîte de mouchoirs posée là par des gens qui savent à quoi sert cet endroit, une reproduction de phare sur le mur. Nous nous sommes assis, mes parents d'un côté, moi de l'autre, Marjorie à mes côtés sans qu'on le lui demande, ce qui me disait tout sur sa position désormais. Tante Carole attendait près de la porte comme un huissier. Renata a ouvert un dossier et a commencé. Elle a de nouveau tout expliqué avec soin, de la manière dont on explique quelque chose pour être juridiquement certain que tout le monde a bien compris. Une greffe de foie à partir d'un donneur vivant est une chirurgie majeure pour le donneur, des risques réels, des semaines de convalescence, une cicatrice d'ici à là, une évaluation médicale et psychologique complète d'abord. Et la partie qu'elle a répétée 2 fois, en me regardant à chaque fois, le donneur doit être totalement volontaire, sans culpabilité, sans pression. Si je perçois la moindre contrainte au sein de cette famille, je suis éthiquement tenu d'arrêter le processus. Un don doit être un acte libre, où il n'a pas lieu. Elle comprend, a dit ma mère rapidement. Autumn a toujours été celle qui donne, n'est-ce pas, ma chérie? Et voilà, le mot « donner » utilisé comme une laisse. J'avais été celle qui donne toute ma vie, de la même façon qu'un distributeur automatique donne de l'argent. J'ai des questions, ai-je dit à Renata, ignorant ma mère. Des questions financières. Elles sont pertinentes, je vous le promets. Renata a hoché la tête. Je vous écoute. Quand un patient a besoin d'une greffe, l'équipe examine la situation globale, n'est-ce pas? La situation à la maison, le soutien, la capacité à récupérer en toute sécurité, le logement? C'est exact. La convalescence après une greffe nécessite un environnement stable. Je me suis tourné pour la première fois vers mon père. Papa, dis à cette gentille coordinatrice où Todd va faire sa convalescence. Décris-lui son environnement stable. La bouche de mon père s'est ouverte et aucun son n'est sorti.
parce que mon père savait et il était le seul de ce côté de la table à le savoir pleinement et que la maison de Todd était à 3 semaines d'une vente par saisie judiciaire, et que la cuisine en granit était déjà, à tous les égards, perdue. Il restera avec nous, a dit ma mère, comblant le vide, sans comprendre le piège dans lequel elle s'engageait. Il y a beaucoup de place. Vraiment, ai-je dit. Il n'y en aura bientôt plus. Dis-leur pourquoi, papa. Automne. La voix de mon père était basse à un avertissement que j'avais entendu toute mon enfance. Ce n'est pas le moment. C'est exactement le moment, ai-je dit. Chacun dans cette pièce s'apprête à se faire demander de sauver la vie de Todd. Je pense qu'ils ont le droit de savoir comment Todd a perdu sa maison d'abord, non? La pièce s'est figée. Tante Carole a froncé les sourcils. Renata a jeté un regard entre nous, sentant le sol se dérober sous une conversation qu'elle croyait porter sur des groupes sanguins. Marjorie a posé sa main à plat sur la table comme si elle se préparait à affronter la tempête. Ma mère a ri ce rire léger et méprisant qu'elle utilisait pour faire disparaître les choses. Automne est confuse. C'est un stupide litige juridique. Ce n'est rien. Un drame familial autour de la succession d'un vieil homme. La succession de grand-père, ai-je dit. Parlons-en. Et je veux être clair sur ma manière de faire, car ce n'était pas un éclat de voix. Je l'ai exposé comme j'expose les chiffres au travail, de façon plate, datée, irréfutable. Mais avant d'offrir la vérité à cette pièce, je me suis forcé à regarder mon frère d'abord. J'avais demandé à Renata si je pouvais le voir une minute avant de décider quoi que ce soit. Elle m'avait dit oui, et j'avais marché dans le couloir jusqu'à la chambre où Todd se mourait, parce que quoi que j'allasse faire, je me devais de le faire les yeux grands ouverts. Il ne ressemblait pas à Todd. Sa peau avait pris la couleur d'un vieux papier, un jaune de jaunisse profonde dû à un foie qui avait cessé de le nettoyer. Des tuyaux. Le flux lent d'un respirateur. Le grand frère bruyant qui offrait des tournées et oubliait son portefeuille, qui avait ri dans une cuisine en granit, qui avait texté, demande pas, MDR, réduit à une forme sous une couverture mince, maintenu en vie par une machine. Je me tenais près de son lit. Je ne le détestais pas. Cela m'a surprise. J'avais attendu de la haine et je n'ai trouvé qu'une tristesse terrible et fatiguée, parce que je regardais ce qui arrive à une personne à qui on n'a jamais fait face à une seule conséquence de sa vie, jusqu'à ce que toutes les conséquences arrivent en même temps. Tu savais, Todd, ai-je dit doucement à cet homme qui ne pouvait pas m'entendre. Pas les détails, mais tu en savais assez pour ne pas poser de questions. Et je ne peux pas donner une partie de mon corps aux gens qui ont payé ta vie avec la mort de ma fille. Je suis désolé. Je ne suis pas désolé. Je ne sais pas lequel est le vrai. J'ai posé ma main sur le garde-fou de son lit une seconde. Le même geste, je m'en suis rendu compte, que j'avais fait sur un autre garde-fou dans une autre chambre 3 ans auparavant, là où un dessin de porte jaune était scotché à hauteur d'yeux d'enfant. Puis je suis retourné dans la salle de consultation pour dire la vérité. Et ma mère, que Dieu lui vienne en aide, était encore sûre qu'elle allait gagner. Tout le monde était là où je les avais laissés. Renata avec son dossier, mes parents de leur côté, Marjorie à côté de ma chaise vide, tante Carole près de la porte. Je ne me suis pas assise. Je suis resté debout en bout de table, j'ai posé mon sac devant moi et j'ai fait ce que je fais de mieux au monde, j'ai donné les chiffres. Mon grand-père, ai-je dit, a laissé un trust de 214 000 $ pour une seule personne, son arrière-petite-fille, ma fille Nora, pour ses soins médicaux. Le front de tante Carole s'est plissé. Qu'est-ce qu'un vieux trust a à voir avec? Le 9 mars, il y a 3 ans, 186 000 $ ont quitté ce trust. J'ai gardé une voix neutre, comme une guichetière de banque lisant un solde. Le 11 mars, cette somme a acheté une maison au comptant. Celle-ci. J'ai fait un signe de tête vers le couloir, vers la chambre. La maison de Todd. Celle que le tribunal saisit. Elle n'a jamais été achetée avec l'argent de mes parents. Elle a été achetée avec celui de Nora. Silence. Le genre de silence qui a une température. C'est un mensonge, a dit ma mère. Mais elle l'a dit trop vite, et chacun dans la pièce a perçu la précipitation de sa voix. Je me suis tourné vers Renata. Vous avez demandé plutôt s'il y avait de la contrainte dans cette famille. Je veux que cela figure à votre dossier. Mes parents me demandent de donner une partie de mon corps à mon frère. Il y a 3 ans, quand ma fille avait besoin d'une fraction de ce même argent pour vivre, je me suis assise sur leur canapé et j'ai demandé.
Et ma mère m'a dit. J'ai laissé les mots tomber lentement. Elle n'a jamais vraiment fait partie des nôtres. Pas mon problème. Tante Carole a émis un son. Elle avait déjà entendu la seconde phrase, peut-être lors d'un dîner, comme une boutade. Elle ne la percevait plus comme une boutade à présent. Elle déforme tout, a dit ma mère. Roi, dis-lui qu'elle déforme les choses. Et voici la vague que je n'avais pas prévue, mon père, qui était resté recroquevillé en gris sur sa chaise en plastique toute la nuit, a enfoui son visage dans ses mains et n'a pas pris sa défense. Il n'a pas dit un mot. Ce qui, de la part d'un homme qui avait passé 35 ans à cautionner chaque cruauté de ma mère, était l'aveu le plus retentissant de la pièce. Tout le monde l'a vu. Tout le monde a compris que si c'était un mensonge, Roi Takeri serait en train de hurler. Marjorie s'est avancée à son tour. Elle a plongé la main dans son sac et a posé un papier plié sur la table, l'aplanissant du plat de la main. J'ai le message de Todd, a-t-elle dit calmement, s'adressant à Renata, et non à moi. Celui de l'époque où ils ont acheté la maison. Il a écrit, mes parents m'ont avancé l'apport. Un truc de trust. Demande pas, MDR. Sa voix tremblait mais ne s'arrêtait pas. Un truc de trust. C'était l'argent du cancer de Nora. Il en savait assez pour ne pas poser de questions, et je suis resté marié avec lui pendant 2 ans de plus, j'en ai honte, et c'est la vérité. C'est à ce moment que tante Carole s'est assise, trouvant simplement une chaise, s'effondrant presque, comprenant que la nièce qu'elle appelait au nom de ma mère la nièce, aigrie et méchante, venait de s'avérer être la seule personne à dire la vérité depuis 3 ans. Voilà comment meurt un mensonge dans une pièce. Pas d'un coup. Une personne à la fois qui se tourne pour regarder la réalité en face. Et puis mon père a parlé. La première phrase complète qu'il prononçait de la nuit. Il n'a pas levé la tête de ses mains, de sorte que sa voix est sortie étouffée et vieille, et j'ai failli ne pas la saisir. On s'est dit qu'elle aurait voulu qu'on le garde dans la famille, a-t-il dit, s'adressant à la table, à personne. Ta mère disait que Walter aurait compris que Todd en avait plus besoin, étant un homme qui démarre dans la vie. Un de longs soupirs. J'ai signé le papier. Que Dieu me pardonne. Je savais ce qu'on faisait, et j'ai signé quand même parce que c'était plus facile que de dire non à ta mère. Il a fini par lever les yeux, ils étaient mouillés, et pendant une seconde, j'ai vu toute la structure de ce mariage mise à nu, un homme qui avait passé 40 ans à trouver plus facile de blesser sa fille que de décevoir sa femme. C'était plus facile, ai-je répété. Oui, ça a toujours été plus facile. C'est toute l'histoire de cette famille, papa. Tu as choisi la facilité au détriment de Nora, et la facilité a un prix, et la facture vient d'arriver. Il a replongé son visage dans ses mains. Il n'a plus argumenté. Il n'y avait plus rien à argumenter et tout le monde dans cette pièce le savait. Renata avait arrêté de prendre des notes. Elle se contentait de regarder à présent. De la façon dont on regarde la tempête arriver. Ma mère a senti la pièce lui échapper et elle a fait la seule chose qu'elle savait faire, elle a contourné la table et s'est remise à genoux devant moi. Devant eux tous, cette fois. Et elle a pleuré. Et je lui accorde ceci, ses larmes avaient l'air réelles. Le désespoir est réel, même chez les gens qui n'ont jamais rien ressenti d'autre. Automne, mon bébé, s'il te plaît. J'ai eu tort. D'accord ? J'ai eu tort à propos de Nora. J'ai eu de tort sur toute la ligne. C'est ce que tu as besoin d'entendre ? Je le dirai. Je le dirai devant tout le monde. Elle s'est agrippée à mes mains. Mais c'est ton frère. Il se meurt. Quoi que j'ai fait, lui n'y est pour rien. Tu ne peux pas le punir pour ce que j'ai. Il savait, maman, ai-je dit. Demande pas, MDR. Il savait. Alors punis-moi, a-t-elle hurlé, et le son a résonné contre la reproduction de phare et la boîte de mouchoirs. Punis-moi, pas lui. Prends la maison. Prends tout. Mais tu dois le sauver. Tu es la seule. Tu es la seule compatibilité. Dieu t'a mise là pour ça. Non, ai-je dit. Juste cela, non. Et la pièce est devenue très silencieuse parce qu'ils ont compris que je le pensais. Dieu ne m'a pas mise là pour ça, ai-je dit. J'ai conduit dans la nuit parce qu'une machine respire pour ton fils, et qu'il le fallait. Mais je ne suis pas un tiroir de pièces de rechange, maman. Je n'ai jamais été la réserve de secours de cette famille, et je n'allais pas être sa banque d'organes.
Tu m'as appris exactement ce que fait cette famille quand quelqu'un qu'elle n'aime pas a besoin d'être sauvé. Tu me l'as appris sur un canapé, les mains jointes, il y a 3 ans. J'ai pris mon sac. Je suis simplement la première personne dans cette famille à avoir retenu la leçon que tu enseignais. Ma mère m'a fixé. Alors c'est. Tu es vraiment. Elle n'a pas pu finir sa phrase. Renata l'a fait pour elle. La coordinatrice, faisant son travail avec douceur, ayant besoin que les choses soient claires pour le dossier, a posé la seule question qui restait, Madame Takeri, pour le dossier, consentez-vous à être évaluée en tant que donneuse vivante pour votre frère? Et voilà. Tout était là, résumé en un seul mot, dans cette petite pièce pleine des gens qui m'avaient façonné. J'ai regardé ma mère à genoux, qui attendait. Je lui ai rendu ces 3 mots, pas mon problème. Puis, à Renata, c'est un nom. Mettez-le sur la liste. La vraie, la juste. Ou il attendra comme l'enfant de n'importe qui d'autre a dû attendre. Ou n'aura attendu. J'ai remonté la bandoulière de mon sac sur mon épaule. J'espère qu'il en aura un. Je le pense sincèrement. J'espère qu'un inconnu sera plus bienveillant envers lui que sa famille ne l'a été envers ma fille. Et je suis sorti de cette pièce, passant devant tante Carole qui refusait de me regarder, et mon père qui en était incapable. Et la voix de ma mère s'est brisée derrière moi en des sons qui ne formaient plus de mots. Je n'ai pas couru. Je n'ai jamais fui cette famille. J'ai simplement marché à mon rythme, franchissant les portes coulissantes pour entrer dans un matin de juillet qui s'était transformé en plein jour pendant que nous étions là-dedans. Et pour la première fois en 3 ans, le poids que je portais depuis une chambre de soins palliatifs s'est déplacé. Pas disparu, jamais disparu, mais porté différemment, parce que j'avais enfin compris que je n'avais pas refusé de sauver mon frère. J'avais refusé de les laisser décider une fois de plus que la vie de ma fille était celle qui ne valait rien. Voici comment cela s'est terminé. Les éléments qui comptent. Todd a survécu. Un foie s'est libéré sur la liste 6 jours plus tard, grâce à un inconnu. De manière juste. De la façon dont chaque autre famille doit attendre. De la façon dont Nora a attendu. Il a surmonté l'opération. Aux dernières nouvelles, il était sobre, vivant au jour le jour dans un appartement de location parce que la maison n'existait plus pour lui. La vente par saisie s'est conclue à l'automne. Des inconnus y vivent désormais. J'espère qu'ils y sont heureux, ce n'est pas la faute de la maison si elle a été achetée avec cet argent-là. Mes parents n'ont pas perdu Todd. Ils ont perdu l'histoire. Dans une ville comme Millbrook, l'histoire fait tout. Et dès l'hiver, toute la paroisse savait ce que Gwen et Roy avaient fait avec le trust d'une enfant mourante. Parce que tante Carole a une grande bouche et une conscience qui s'est réveillée avec 3 ans de retard. Ma mère a cessé d'aller au crochet où elle aimait tant se pavaner. C'est sa condamnation, vivre avec la vérité dans la ville qu'il a enfin entendue à voix haute. J'ai coupé tout contact, sans grand discours. J'ai simplement cessé de répondre, de la façon dont on résilie l'abonnement d'un service qui n'a jamais été fourni. Et l'argent est revenu à la maison, dollar par dollar, extrait des murs de Sycamore Lane pour entrer dans le fonds Nora Takeri. La première famille que nous avons aidée était celle de Colleen, la femme du service dont le garçon, Sam, avait besoin de cet essai clinique qui coûtait plus cher que ce qu'elle gagnerait en 3 ans. Je l'ai appelé moi-même. J'ai pu être la voix à l'autre bout du fil qui disait oui. Le oui que personne ne m'avait jamais dit. Elle a pleuré si fort qu'elle ne pouvait plus parler. Et je connaissais ce pleur exact, parce que je l'avais poussé moi-même, seul face à un ordinateur portable à minuit, pour des inconnus. Sam est en rémission. Il a dessiné une carte de remerciement pour le fond, c'est une maison avec une grosse porte jaune. J'ai fait encadrer le dessin de Nora. Il est suspendu dans les bureaux de la fondation désormais, assez bas sur le mur, à hauteur d'yeux d'enfant, là où les familles traversant la pire semaine de leur vie peuvent le voir pendant qu'elles attendent. Nous deux à la fenêtre, souriante, pour quand je serai guérie. Si vous m'avez accompagné jusqu'au bout, si une partie de cela résonne dans votre propre histoire familiale, sur un canapé où vous vous êtes assis un jour, dans un « non » que vous avez reçu quand vous suppliez pour un « oui », je vous demanderai une seule chose et ce n'est ni un j'aime ni un commentaire, bien que vous soyez libre de laisser les deux, allez trouver la personne que votre famille qualifie de « pas vraiment l'un des nôtres », et soyez la personne qui décide qu'elle l'est. C'est la seule vengeance qui ait jamais valu la peine d'être vécue. C'est toute l'histoire. Les gens me demandent si je le regrette, avoir refusé mon frère, brisé la famille,
prononcer ces 3 mots froids pendant que ma mère était à genoux sur le sol d'un hôpital. Non. Parce que ma mère a passé 35 ans à mesurer qui faisait vraiment partie des nôtres, et elle n'a jamais compris que c'était cette mesure même qui constituait la cruauté. Nora n'a jamais fait partie des leurs. Elle était à moi. Et cela a toujours suffi.